Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Glenn Pierce, je suis le vice-président de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire dans cette série consacrée à la prise de décision partagée. Dans nos deux premiers webinaires de cette série, en février et en mois de mars, nous avons écouté Steve Pipe et Barbara qui nous ont parlé du plaidoyer et des mesures de sécurité dans de nombreuses catégories de produits. Nous avons vu en détail comment évaluer l'efficacité et la sécurité de différents types de produits avec ce qu'il faut prendre en considération. euh, sur les produits à votre disposition selon la zone géographique où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va aborder, c'est plutôt une discussion, donc discussion portant sur le processus en lui-même de prise de décision partagée avec les avantages, aussi bien pour l'équipe de personnel soignant que les personnes atteintes d'hémophilie. Et puis, nous aurons également donc une conversation avec les autres intervenants des webinaires précédents. Donc, aujourd'hui, vont s'exprimer Donna Coffin, qui est la directrice de la recherche et de l'éducation à la FMH. Depuis qu'elle a rejoint la FMH en 2016, Donna a mis en place le département recherche et éducation de la FMH en mettant l'accent sur le développement et la mise en œuvre du registre mondial des troubles de la coagulation. Et elle a joué un rôle clé dans le développement de l'outil SDM, prise de décision partagée, de la FMH. Ensuite, nous écouterons Sarah Garcia Barcenilla. Sarah a rejoint l'unité d'hémostase de l'hôpital universitaire de La Paz en tant qu'infirmière spécialisée dans les essais cliniques à Madrid, en Espagne, en 2014. Elle coordonne et exécute des procédures infirmières dans le cadre d'études, principalement axées sur l'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation. Et puis notre troisième oratrice aujourd'hui, qui est bien connue de nous tous, c'est Mariette Driensen. Mariette est porteuse de l'hémophilie B. Elle a une formation de biologiste médicale et a travaillé auparavant dans la recherche et l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, elle travaille à temps partiel en tant que conseillère politique auprès de l'Organisation nationale néerlandaise des patients atteints de maladies rares et le vendredi auprès de la Société néerlandaise d'hémophilie dans le cadre du projet de soutien aux jeunes hémophiles. Donc, je souhaite la bienvenue à nos trois intervenants d'aujourd'hui et nous allons regarder de plus passer à la suite de notre ordre du jour. Donc, je vais donner la parole à Donna Coffin qui va nous parler de l'outil SDM de prise de décision partagée. Bonjour à tous, Donna au micro. Je vais essayer de partager mon écran. Julia, est-ce que tu peux me confirmer que tout le monde voit mon écran? Parfait. Très bien, bonjour à tous, bienvenue à cette troisième session de cette série de webinaires sur la prise de décision partagée. Comme Glenn l'a mentionné, les deux premiers se sont concentrés sur les produits de traitement contre l'hémophilie, les troubles de la coagulation, donc sur la sécurité, le plaidoyer, l'administration de ces produits. Et nous avons vu combien, combien ce panorama de traitement est complexe et cela va augmenter avec le temps. D'où l'idée et l'importance de cet outil de prise de décision face à cette complexité du choix d'un traitement. Donc cet outil est disponible à la communauté les, euh, l- pour que les patients puissent prendre une meilleure décision, les patients et les personnels soignants. Encore une fois, du fait de cette complexité croissante du paysage de, de l'éventail d'options de traitement disponibles. Bien. Donc, nous allons passer en revue le concept et le mode de fonctionnement de cet outil. Alors, tout d'abord,
Nous avons, pour développer cet outil, mis en place un groupe de travail qui s'appelle donc maintenant le groupe de travail de l'outil SDM, hein, prise de décision partagée de la FMH, composé de Dick Lanoun, Brendan Hayes, Mark Skinner, Thomas Sani, Courtney Thornburg et Glenn Pierce. Et puis, dans le personnel d'administration de ce groupe, j'y suis moi-même avec Julia Chadwick et Maïs Nekach. Et nous travaillons également avec un consultant, Gwen Kaiser, et une agence d'éducation médicale, Corps 2Z, qui nous a aidés pour toutes les questions de développement plus technique de cet outil. Bien, donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la prise de décision partagée? Eh bien, c'est un processus, hein, avant tout, dans lequel les équipes soignantes et les personnes atteintes d'hémophilie travaillent ensemble pour prendre des décisions en matière de traitement fondées sur des preuves cliniques et puis qui équilibre, établit un équilibre entre les risques et les avantages pour le patient et puis les opinions du personnel soignant. Donc, c'est une plateforme désormais basée sur le web, interactive, qui est conçue pour guider les personnes atteintes d'hémophilie et leur équipe soignante via le processus donc, de prise de décision informée, avisée et partagée. Donc, cela fournit aux utilisateurs les outils et les connaissances nécessaires pour participer à cette discussion. Donc, c'est ce que nous avons cherché à développer, n'est-ce pas, pour ce domaine. Une plateforme de connexion entre les patients et les personnels soignants. Mais cela peut être également utilisé comme un outil de plaidoyer pour le personnel soignant à l'adresse des, euh, des preneurs de décisions politiques pour faire une présentation exhaustive et attractive de l'ensemble des traitements disponibles. Donc, l'outil peut être une source très utile d'éducation, de formation, d'informations non biaisées, équilibrées sur l'ensemble des produits de traitement disponibles. Alors, les avantages de l'utilisation de cet outil. Alors, beaucoup de recherches a été effectuée dans ce domaine et nous savons désormais que le fait d'impliquer les patients dans la discussion, dans la décision du traitement, crée et renforce la confiance des patients dans leur traitement, renforce également leur implication, leur, euh, leur sentiment d'appartenance et donc renforce finalement l'adhérence au traitement. Les patients font davantage confiance à leurs soignants et cela assure également que le plan de traitement s'aligne sur le style de vie et les objectifs du patient. Cela également évite tous les problèmes de mauvaise communication, de mauvaise compréhension des traitements. Et puis, cela permet, in fine, d'avoir une utilisation plus efficace des ressources de santé parce que cela permet de faire un choix qui correspond au mode de vie du patient. Donc, cela évite de gaspiller en fait des ressources qui finalement ne seront pas exploitées et pleinement. Alors, les avantages pour les patients. Eh bien, cela améliore la satisfaction. On sait que les patients sont beaucoup plus engagés, actifs, avec un plus haut niveau de satisfaction dans leur expérience de soins d'une façon générale. Cela améliore également la compréhension des options de traitement. Donc, cela, comme je le disais, augmente l'adhérence, le sentiment d'appartenance. Et puis, donc, d'une façon générale, in fine, cela améliore les résultats en matière de santé. Et puis, il y a des avantages également de l'utilisation de cet outil SDM pour, comme je le disais, à des fins de plaidoyer. Cela permet de donner des preuves non biaisées, des informations basées sur des preuves de prescription pour chaque traitement.
Donc, c'est un outil très facile à utiliser avec des tableaux comparatifs où l'on peut facilement visualiser les avantages et les inconvénients de chaque traitement et les comparer. Donc, cela permet d'une façon générale d'améliorer la compréhension et la visualisation des différentes options de traitement. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne avant d'entrer plus en détail dans certaines, certaines options de cet outil. Alors, avant tout, il s'agit de bien rappeler certains éléments importants. Cet outil ne vous dit pas quelle option de traitement est la meilleure pour vous. Hein, c'est un outil qui va vous donner les outils, la formation, les informations, les questions et qui vont vous permettre de faire partie du processus de décision. Cela ne vous donne pas la réponse toute faite. Il y a de toute façon après un travail de partage, d'échange avec l'équipe soignante, entre le patient et l'équipe soignante. Et puis, cette version de l'outil n'inclut pas non plus tous les régimes de traitement à la demande. Hein. Elle repose uniquement sur les 5 classes principales de traitement de prophylaxie. Donc, les produits à demi-vie standard, étendus, les anticorps bispécifiques, etc. Et puis, cet outil est basé sur les preuves, avec des preuves les plus actuelles possibles pour chaque classe de traitement, et tout cela est mis à jour régulièrement avec les études de classe de phase 3, pivotale, etc. Toutes les dernières actualisations sont régulièrement intégrées pour avoir les informations les plus actuelles possibles. Alors, tout le monde ne peut pas avoir accès à toutes les catégories de traitements qui sont exposées dans cet outil, selon la région géographique, etc. Mais cela permet d'avoir une connaissance de toute façon de tous les traitements, toutes les options de traitement existantes. Pour y accéder, vous devez cliquer sur sdm.wfh.org. Vous arrivez sur cette page et si vous vous rendez sur le site web donc, du SDM, c'est la première page que vous obtenez. Vous pouvez naviguer à gauche avec une section d'introduction qui va vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Donc, vous allez pouvoir voir les valeurs, les aspirations, les objectifs. Nous avons une section d'éducation. On voit les différentes sections. Maintenant, on va les passer en revue. La section introduction nous parle de la prise de décision partagée, quels sont les récipiendaires, nous laisserons les utilisateurs faire une recherche plus approfondie après. Et nous avons ici une feuille de route, un guide en pas à pas pour la prise de décision. On va passer en revue tous les points que nous avons ici. Premièrement, nous devons réfléchir aux objectifs de notre vie et les traitements actuels. Donc, l'outil en lui-même a des questions pour aider les utilisateurs à réfléchir sur des choses qui peuvent être importantes. Maintenant, je vais vous montrer. Et deuxièmement, on doit apprendre sur les options de traitement, ce qui s'inclut dans la section éducation. Les utilisateurs de services de santé donc doivent comprendre quelles options sont disponibles dans leur endroit. Et ensuite, on peut comparer les différentes options de traitement. Quel est le risque d'une option versus l'autre? Quel est le plaidoyer ou les efforts de plaidoyer de l'une envers l'autre? Et, et l'autre. Donc, après la section d'éducation, on peut mener des conversations avec d'autres. On peut avoir la famille, par exemple, les soignants, les médecins, etc. Et ensuite, on prépare la visite avec le fournisseur, les soignants ou les responsables des soins. On peut donc faire la visite auprès du médecin. On peut avoir une conversation ouverte et significative avec
avec l'équipe santé, peut-être que c'est votre médecin, peut-être que c'est votre infirmière, votre travailleur ou travailleuse sociale, etc. Et ensuite, peut prendre un peu de temps pour considérer vos options. Il ne faut pas que vous preniez les décisions tout de suite, mais on peut prendre un peu de temps pour y réfléchir ou bien revenir sur le module éducation pour apprendre davantage sur cette question. On revient à cette partie-là. À ce point, on accède à l'outil. Donc, on passe à l'hémophilie A ou bien hémophilie B. Je vais choisir hémophilie A. Cela nous mène aux questions de réflexion, comme j'ai déjà mentionné. Cela permet l'utilisateur aucune information disponible dans l'outil est sauvegardée dans l'ordi, hein. Mais finalement, vous allez recevoir un résumé que vous pouvez, oui, ce résumé-là, vous pouvez imprimer et vous pouvez l'imprimer et le montrer à votre médecin. Par exemple, comment est-ce que vous décrirez l'impact de votre hémophilie sur vos objectifs de vie? Donc, on peut réfléchir et pourquoi est-ce que vous considérez ou évaluez un changement à votre traitement? Donc, ces questions sont conçues pour que le patient commence à réfléchir sur certains aspects de leur maladie et pour qu'ils puissent partager leurs réflexions avec le soignant s'il le préfère. Donc, cela donnera au médecin la possibilité de savoir comment le patient se sent par rapport à cela. Donc, voilà une série de questions. Voilà des questions ciblées sur faire en sorte que les patients réfléchissent sur les traitements actuels, quels sont les objectifs ou les aspirations qu'ils ont par rapport au traitement et voilà une échelle entre 0 et 100. Donc, j'ai mes 100 restreints à cause de mon traitement d'hémophilie. Donc, on peut déplacer cette goutte à travers l'échelle. Ça fonctionne, hein? Voilà, euh, je mets 5 contre 1, pas du tout, pas du tout, ou très beaucoup. La gestion de l'hémophilie entraîne beaucoup d'efforts. Mon hémophilie est toujours dans mon esprit. J'ai mes sens bien protégés contre les saignements, oui ou non, et l'échelle. Donc, on doit répondre à toutes ces questions et on termine à la fin de la page résumée. On va voir ce qui se passe à la fin. Et maintenant, on passe à la section éducation. Comme j'ai déjà dit, nous nous concentrons sur les 5 classes de traitement moyennes. Donc, la thérapie à demi-vie standard, à demi-vie prolongée, thérapie génique, thérapie avec des anticorps bispécifiques et la thérapie des agents avec des agents de rééquilibrage. Donc voilà, si on clique sur chaque icône, il y aura une petite vidéo que l'on peut regarder qui explique le mécanisme d'action, le mode d'administration pour chaque traitement. Et pour chacune des vidéos, il y a une description. Donc, vous pouvez l'imprimer. Il y a une fiche d'information. Euh, donc, c'est en description détaillée de chaque classe des traitements, une série de questions. Donc, par exemple, il y a une description du mécanisme d'action, les traitements, l'efficacité, la sécurité, le suivi, etc. Donc, les utilisateurs devront passer pas mal de temps pour savoir sur cette page pour connaître les différents modes d'action et les différents traitements en général. Donc, voilà un tableau d'attributs. Donc, voilà, nous avons dans la colonne,
de la colonne verticale, nous avons les différentes options de traitement et puis les différents aspects qui sont considérés comme importants. On clique sur éligibilité, par exemple, le tout premier. Et voilà la comparaison entre les cinq options de traitement. Par exemple, la population approuvée pour un traitement quelconque. euh, voilà, dans ce cas, c'est la même chose, mais par exemple, la thérapie génique est ciblée sur les adultes, pas les enfants. Et aussi, la thérapie bispécifique est pour tous les âges, sans ou avec un inhibiteur. On peut y cliquer et cliquer dessus pour avoir davantage d'informations. Administration aussi, mode d'administration. Est-ce que c'est à travers des tablettes ou des infusions? Efficacité, voilà une ponctuation, un score. Il n'y a pas beaucoup de différences dans les différents scores. Et ensuite, nous avons les niveaux de facteurs. Si on clique dessus, on va pouvoir voir une graphique avec le niveau de facteurs pour chaque traitement. Dans les petites vidéos, nous avons une description plus détaillée sur chaque traitement et puis les risques possibles. Par exemple, on a les risques en matière de sécurité pour chacune des options de traitement. Ensuite, nous avons la qualité de vie. Nous utilisons les concepts de l'esprit libre d'hémophilie, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas chargé de préoccupations euh, qui sont liées aux différents aspects de l'hémophilie, par exemple les déplacements, les activités physiques, l'exercice, etc. Ensuite, par exemple, nous avons une charge ou un fardeau de traitement réduit. Nous avons, par exemple, en vert, nous avons les aspects qui ne n'impliquent pas d'inquiétude. En rouge, nous avons les aspects qui impliquent beaucoup d'inquiétude et jaune, c'est à mi-chemin. Donc, c'est une bonne représentation visuelle pour bien comprendre tous ces aspects. Si on, par exemple, regarde ce tableau et on dit, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, maintenant, je reçois un traitement avec facteur à demi-vie standard et j'aimerais passer à une thérapie avec des anticorps bispécifiques. On peut cliquer sur ce tableau et faire une comparaison. Donc, la dernière série des questions sont des questions que l'on pourrait ou qui serait convenable de discuter avec l'équipe de santé. Par exemple, quel est le processus de remplacement, de traitement, quels produits sont disponibles pour moi et hmm, il- on peut tout simplement mettre toutes ces questions dans le PDF. Et donc, voilà le résumé personnalisé, c'est-à-dire tous les aspects que l'utilisateur a inclus, a mis dans l'outil. Les questions de réflexion, les réponses. Par exemple, si l'utilisateur décide d'envoyer ce document au médecin, ce qui peut être facilement fait, le médecin va voir les réponses du patient. Et même chose pour les patients, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais voilà l'échelle, le score pour chaque question, pas du tout et beaucoup. Donc, cela fournira une idée à l'équipe de santé sur les sentiments que le patient a par rapport à son hémophilie. Et si vous vous rappelez, nous avons choisi la thérapie avec facteur à demi-vie standard. Nous avons l'éligibilité, l'administration, la sécurité, l'efficacité, les risques versus les anticorps bispécifiques. C'est l'option qui nous intéresse en tant que patient. Et puis, les questions à discuter avec l'équipe de santé. Ce sont des questions suggérées. Donc, vous pouvez télécharger le résumé en PDF et l'envoyer à votre équipe de santé pour la discussion. Euh, s- donc, voilà une
un aperçu général de l'outil. Je vous invite à visiter le site Internet et à apprendre sur les différentes options de traitement. Merci. Donc, voilà la fin de ma présentation et maintenant, je vais passer la parole à Sarah. Merci, Donna. Merci, Sarah. Oui, on visionne ton écran. Merci, Sarah. Merci de votre introduction, Donna. Merci de m'avoir permis de participer dans cette réunion. Je me suis rendu compte tout au début que la prise de décision partagée était difficile parce que c'est un concept difficile à adresser. En tant que fournisseur des professionnels de la santé, ce n'est pas quelque chose que l'on faisait auparavant. Donc, dans mon expérience, j'ai vu des hématologues qui explique une courbe pharmacocinétique en utilisant une graphique ou par exemple la révision des ultrasons pour discuter les conclusions, ce que l'on a trouvé et aussi des consultations multidisciplinaires sur les options chirurgicales avec différents spécialistes. Donc, je travaille dans les essais cliniques. Donc, on peut retrouver qu'il y a certaines similarités si on compare les essais cliniques avec le SDM parce que avant d'avoir la participation d'un patient, on explique le mécanisme d'action d'une molécule, les bénéfices, les risques, les procédures à suivre, les démarches à suivre pour chaque visite. Et à un certain point de contrôle, on s'arrête et on demande au patient si il ou elle veut continuer. S'il dit non, donc on a une aide médicale de routine qui est réalisée par le centre, mais si le patient dit oui, on peut continuer avec le prochain pas. Donc, si le patient est d'accord et qu'il décide de participer dans le reste du processus, nous fournissons davantage d'informations, le consentement informé, la fiche d'information pour le patient. Nous lui donnons la page, cette feuille en papier pour qu'il puisse en discuter avec sa famille, ses amis, etc. Un autre point de contrôle, donc on attend un peu de temps et lors de la visite, encore un autre point de contrôle, vos commentaires, et commentaires, perceptions, et nous redemandons au patient s'il veut toujours participer. Donc, encore une fois, s'il dit non, on va faire un aide médicale de routine ou sinon, le patient continue d'en laisser. Les essais cliniques suivent ces différents pas selon la législation et la pratique clinique, mais cela nous permet de faire un séquencement des décisions de faire de manière semblable. Les outils de SDM permettent une séquenciation de ces pas-là parce que c'est une manière de structurer l'information et cela nous sert aussi comme quelque chose de visuel. Mais cette manière de travailler, ce n'est pas quelque chose de nouveau parce qu'en 2003, en France, on a publié un article qui a poussé un changement dans le soin médicaux pour les personnes atteintes d'hémophilie. Les auteurs ont réalisé 31 entretiens avec des personnes atteintes d'hémophilie et leurs familles, 31 de médecins. Et après la crise qui était survenue, le modèle de soins a été repensé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une partage des connaissances. L'auteur arrive à la conclusion suivante. Il y a un changement sur ce qui a été partagé. Et quelques années, 16 ans plus tard, aux Pays-Bas, une révision systématique de 40 articles a été effectuée sur les modèles uniques de prise de décision partagée. Donc, des efforts explicites ont été effectués par plusieurs experts. Donc, un expert était
une personne atteinte d'hémophilie et le deuxième était un personnel soignant. Et puis, deuxièmement, se sont efforcés également de fournir des informations médicales pertinentes basées sur les preuves pour que ces informations restent actualisées et exactes. Alors, on peut le faire cela grâce à une formation continue, la participation à des congrès, à des réunions pour échanger les connaissances scientifiques à tout moment. Donc, quels sont les avantages de publier ces informations? Eh bien, on peut en discuter. Eh bien, cela permet de promouvoir l'équité entre les patients et puis parce que les patients participent au processus. Cela permet d'améliorer la compréhension de la part des patients des objectifs du traitement et donc, comme on l'a déjà dit auparavant, l'adhérence, également le sentiment d'appartenance à son propre traitement. Et puis, à nous, l'équipe soignante, cela nous permet d'en savoir plus également sur le patient, mieux les connaître. euh, et, et cela nous incite à poursuivre constamment notre formation et à mettre à jour constamment nos connaissances basées sur les preuves. Donc, merci encore une fois de m'avoir invité à partager mon expérience. Je serais ravie de participer à la discussion tout à l'heure. Oui, je donne maintenant la parole à Mariette. Oui, merci. Mariette au micro, merci de partager mes diapositives. Merci à la FMH de son invitation à participer aujourd'hui. J'ai travaillé sur cet outil de prise de décision partagée de la FMH dans le contexte du soutien de la communauté de jeunes hémophiles. Donc, quel est l'objectif de cette activité? Eh bien, il s'agit de mieux informer les jeunes adultes sur les nouveaux traitements. Alors, pourquoi nous avons choisi ce groupe? Eh bien, donc, ce sont des personnes qui atteignent les 18 ans euh, et lorsque la thérapie génique sont devenues disponibles, nous Non, nous nous sommes concentrés sur ces jeunes adultes et aujourd'hui, dans ma présentation, je vais me concentrer sur les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances en santé. Alors, ce sont principalement des migrants, par exemple, ou d'une façon générale, les personnes issues de milieux avec un faible niveau de formation, d'éducation. Et donc, j'ai été ravie de mon expérience d'utilisation de cet outil de la FMH. Et alors, je vais présenter les usages que l'on en a fait. Alors, tout d'abord, il y a la littératie, parce qu'on s'adresse donc à des personnes avec une faible littératie en santé. Qu'entend-on par littératie? Eh bien, tout d'abord, est-ce qu'on sait écrire, lire, écrire, ou après, il y a la capacité d'utiliser un ordinateur, par exemple, ou la compréhension de concepts complexes, c'est-à-dire les effets adverses, les effets indésirables, bien comprendre les tenants et les aboutissants d'un traitement, etc. Bien, donc dans ce contexte, nous avons commencé à utiliser l'outil SDM lorsqu'il a été publié. Alors au début, il était disponible en anglais, français, espagnol, je crois. Et j'étais enthousiaste vraiment de découvrir cet outil et j'ai demandé à la FMH si l'on pouvait travailler ensemble pour préparer la version en néerlandais. Alors, pourquoi étais-je si enthousiaste à propos de cet outil? Eh bien, parce que cela contient véritablement l'idée de définir des objectifs, d'encourager la réflexion. C'est un outil vraiment complet qui englobe tous les types et les catégories de médicaments, de traitements. Cela contient également des prospectus,
des vidéos explicatives, formatrices. Cet outil utilise des icônes facilement identifiables pour transmettre les caractéristiques de chaque traitement. Et nous pensons que si nous fournissons à ces patients des informations complètes, cela les aide à réfléchir et cela fonctionne bien. Cela a un apport conséquent en matière de prise de décision et améliore, in fine, la qualité de vie de ce même patient. Alors, j'ai demandé donc la traduction de l'anglais vers le néerlandais. Le néerlandais est une langue utilisée aux Pays-Bas, mais également en Belgique. Donc, j'ai décidé de contacter mes collègues belges de l'Association d'hémophilie belge pour travailler ensemble et évaluer la traduction effectuée. Et je travaillerai également avec un groupe de jeunes adultes dont la photo que je viens de montrer précédemment, donc jeunes adultes issus de cette société belge de l'hémophilie. Bien. Lorsque nous avons implémenté cet outil dans notre pays, comme cela se produit généralement, il y a déjà un environnement présent de prise de décision partagée. Il y avait et à ce moment, on a lancé des campagnes de, de- de communication adressées aux patients, aux médecins sur les possibilités, les résultats, le sens de cet outil. Et nous avons déjà des exemples d'aide à la décision, mais nous n'avons pas encore d'exemples interactifs. Nous n'avions pas encore cela auparavant dans notre pays, de cet outil véritablement très complet et interactif de SDM, donc de la FMH. Donc, ça a été une nouveauté dans notre contexte qui déjà encourageait la prise de décision partagée. Alors, dans mon travail avec les jeunes adultes, nous encourageons donc la réflexion. Nous avons déjà un outil, comme je le disais, que l'on appelle Ma Santé Positive. C'est un outil également web, disponible sur le web avec, je crois, 45 questions qui encouragent la réflexion et qui permettent la définition d'objectifs personnels. Et donc, on obtient à la fin un genre de, 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 de diagnostic, un ensemble de résultats, disons, résumé de cette introspection. Donc, c'est un outil qui permet aux patients de montrer ce qui est important pour eux dans une consultation avec un médecin. On peut également poser des questions dans une fonction prévue à cet effet. Par exemple, vous pouvez euh, euh, indiquer quelles personnes sont importantes pour vous, ce qui est difficile dans votre traitement, comment vous effectuez votre autogestion au quotidien de votre traitement, comment cela affecte votre corps, quels sont les symptômes que vous expérimentez. Donc, il y a toutes sortes d'outils de réflexion qui sont mieux adaptés, disons, aux jeunes. C'était ça l'idée. Alors, diapositive suivante. Je voulais également revenir sur la littératie générale sur laquelle nous devons travailler pour rendre les informations médicales bien compréhensibles. Donc, en Europe, nous avons un cadre commun de référence pour les langues. Cela concerne donc l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation. Donc, le langage simple, c'est la catégorie A1 et le langage le plus complexe, c'est C2. Et pour les informations médicales et pour les traductions que j'ai reçues
en néerlandais. L'objectif est d'avoir un niveau de complexité du langage de B1, ce qui signifie que en 80% pourra comprendre facilement ces éléments de langage. Alors, qu'est-ce qui nous aide dans le processus d'évaluation de la traduction en néerlandais? Eh bien, tout d'abord, nous voulons que les informations en néerlandais sur les produits deviennent disponibles sur les produits et, et qu'ils reçoivent une autorisation marketing dans la communauté européenne. Cela n'est pas encore vrai pour tous les produits. Cela n'est pas encore mentionné donc en néerlandais sur sur les produits. Et cet outil donc devra être mis en œuvre dans les environnements de soins normaux, classiques. Cela implique que les spécialistes infirmiers soient informés de la façon dont ils seront impliqués, où ils pourront participer, alors dans quelle mesure ils pourront également participer à la traduction. Et j'ai reçu déjà des retours d'infirmiers qui me proposent de tester déjà cet outil dans 2 centres de soins complets et euh, pour mettre en œuvre progressivement la stratégie de mise en œuvre. Donc, par exemple, lorsque les personnes ont 18 ans, on leur offre cet outil pour observer et effectuer un test. Et puis, nous effectuons également une promotion auprès de la Société néerlandaise de troubles de la coagulation. Et nous pouvons fournir un lien vers notre outil. Et puis, nous pensions, avec les jeunes adultes, à effectuer d'autres matériaux de soutien pour faire connaître cet outil. Euh, Par exemple, pour les personnes qui ont vraiment un niveau de littératie très bas, donc avec des vidéos explicatives sur certains sujets, les jeunes pensaient euh, faire leur propre témoignage, donc pour partager leurs expériences d'utilisation de cet outil dans des courts films qui montrent comment ils l'utilisent. Il voulait également partager quelques conseils, astuces pour réduire le nombre de saignements et le risque associé à chaque saignement. Donc, ce faisant, nous avons créé un groupe WhatsApp de jeunes adultes qui se soutiennent les uns les autres dans ce travail. Donc, le travail est encore en cours et d'ailleurs, je voudrais reconnaître et remercier l'aide de euh, tous ceux qui nous ont aidés, notamment une personne qui a été centrale dans ce travail de groupe. Voilà ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Mariette et merci à tous nos orateurs. Nous avons une série de questions pour la discussion qui ont été affichées dans le chat. Je demanderai aux panélistes si ils peuvent fournir des réponses brèves aux questions pour pouvoir en couvrir toutes. On va commencer par Donna et sur les mécaniques de s'engager sur cet outil, avec cet outil de prise de décision partagée. Dans quelle langue est-ce que l'outil a été traduit et qu'est-ce que l'on a planifié pour l'avenir maintenant? L'outil est disponible en anglais, français et espagnol et maintenant nous travaillons sur la version japonaise et hollandaise et allemande. Voilà ce que nous avons pour le moment. Si un pays ne s'intéresse à traduire l'outil dans leur propre langue, quels sont les pas que ce pays-là doit suivre? Bien, nous travaillons
d'être prêt avec Mariette. C'est la FMH qui fait la traduction parce que nous avons la plateforme pour ça. Donc, les pays peuvent nous contacter et nous allons avoir des discussions sur la traduction. C'est nous qui allons faire la traduction. Nous allons travailler avec l'ONM du pays en question pour qu'il révise la traduction du point de vue de la langue et puis nous allons la mettre en place de notre côté. Merci. Maintenant, j'aimerais passer à notre panélistes Hazari, Enrique, Jay Garrett, qui ont parlé lors des deux derniers webinaires et qui ont fourni leurs perspectives sur la gestion, sur la prise en charge de leur maladie. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont leurs réactions aux présentations qui ont été fournies aujourd'hui. Euh, les aspects de base sur l'utilisation de l'outil, et comment cet outil peut vous aider, peut aider les patients au moment de gérer leurs objectifs individuels en matière de gestion ou de prise en charge de leur maladie. Je n'ai pas d'ordre particulier, mais je vais commencer par Hazri. Euh, oui, l'outil m'a aidé ou m'aide dans trois manières. Cela m'aide à initier les conversations sur mon schéma euh, de traitement avec mes pairs pour savoir comment l'outil peut m'aider au moment de euh, gérer ou de donner forme à mes options de traitement. Et une chose que j'aime de l'outil, ce sont les questions suggérées. Cela m'aide à initier la conversation avec mes médecins. Et ensuite, un autre aspect dont je profite, ce sont les vidéos sur les différents traitements, ce qui m'aide à mieux comprendre chaque traitement. Au lieu de devoir lire un document trop scientifique, c'est plus difficile, c'est plus facile pour moi de comprendre si je regarde les vidéos. Quelle est votre perspective, Enrique? Euh, et je suis d'accord avec Hazari. Par exemple, en matière de plaidoyer, je pense que ce pourrait être un très bon outil dans mon cas. Et les médecins pensaient dans le passé qu'il y avait une seule manière de traiter une personne hémophile, par exemple, recevoir un traitement et s'absteindre de tout sport, de toute activité. Et maintenant, la possibilité de regarder plusieurs options nous aide à gagner de la perspective. Depuis les débuts, j'ai voulu m'engager à différentes activités, mais par exemple, le fait d'utiliser l'option à la demande ou l'utilisation de la prophylaxie m'a donné davantage des options et cela me permet de savoir d'un côté que par exemple, une personne hémophile peut atteindre plusieurs choses et cela aussi me permet de parler au médecin au sujet et l'outil m'a aidé à gagner davantage de connaissances sur les différents traitements d'une manière assez exhaustive. Donc, c'est ça où l'outil a une grande valeur. Jay. Oui, je pense que l'outil est vraiment magnifique. Donc, félicitations à tout le monde qui a été la responsable de la concevoir. Ce que j'aime de l'outil, c'est que c'est une seule source d'information, un seul point d'information sur plusieurs choses. Hmm, Je vois. hmm, Si je l'avais vu il y a longtemps, cela m'aurait donné un point de vue, un espoir plus solide sur l'avenir parce que maintenant on peut voir tous les traitements qui sont disponibles et ensuite la mise à jour tous les 6 mois. Cela, c'est quelque chose de très utile. Je n'ai pas utilisé l'outil
comme source d'aide pour moi d'un point de vue personnel. Mais par exemple, au moment où je me suis décidée par la thérapie génique, l'outil m'aurait préparé mieux là où j'avais quelques points de méconnaissance. Par exemple, je ne savais pas ce que je ne savais pas lorsque j'ai commencé mon traitement. Donc maintenant, par exemple, avec l'outil m'aide à savoir les choses que je connais et les choses que je ne connais pas, au moins. Euh, c'est une bonne analogie. Merci. Gareth, dans votre cas, comment ça se passe? Oui, je suis complètement d'accord avec mes collègues. Je pense que l'outil est magnifique parce que en tant que patient, nous sommes bombardés avec des informations scientifiques, surtout sur les produits novateurs. Et cet outil priorise les décisions de traitement sur la base de nos objectifs. Donc, les conversations que l'on a lorsque l'on rencontre les médecins, et il y a des personnes qui rendent visite au médecin 2 fois par an, par exemple. Donc, cet outil nous permet d'être en participant plus actif au moment de la prise de décision et de traiter les décisions de traitement dans le contexte de nos propres objectifs, nos propres cibles. Lorsque l'on a un tel outil, cet outil aide les patients à se sentir plus assurés en matière de leur décision de traitement. C'est qui est vraiment puissant. Je vais demander à nos experts, Sarah et Barbe, mais avant de faire ça, j'aimerais renforcer quelques concepts qui ont surgi lors des dernières 2 années dans la communauté des troubles de la coagulation. L'un a été déjà discuté dans le contexte de l'outil de la SDM, la prise de décision partagée, cet esprit libre d'hémophilie. Le fait que une personne peut gérer sa vie quotidienne sans devoir s'inquiéter de sa maladie. On peut se lever, aller travailler, aller étudier, etc., sans devoir se préoccuper. Au fur et à mesure que des nouvelles thérapies ont surgi lors des dernières années, on saura se rapprocher plus de cette situation. Mais le fait, c'est que plusieurs thérapies nouvelles ne sont pas disponibles partout dans le monde. C'est une décision séparée. Donc, on peut utiliser cet outil pour mener un plaidoyer en faveur des patients. Un autre concept lié à l'outil, c'est que comme cet outil autonomise les soignants ainsi que les patients. Dans ce contexte, j'aimerais demander à Barbe et à Sarah sur leur perspective, comment elles peuvent travailler avec des patients divers en matière de background, de manière de penser, de priorité. Que pourrait permettre un meilleur dialogue au moment d'utiliser cet outil, la barbe? C'est à vous. Oui, je pense que c'est une très bonne question en fait, car on se sent parfois débordé lorsque l'on doit parler d'absolument tout dans une seule visite à la clinique. Nous essayons, lors de la visite d'évaluation, de passer en revue tous les traitements disponibles et actuels. Nous essayons d'éduquer les patients sur ces opportunités qui existent et nous évaluons ce qu'ils veulent faire. Mais par exemple, ce que je fais, c'est que je parle beaucoup, tandis que le patient parle presque rien du tout. Donc, le, le fait d'avoir un outil qui permet le patient de passer un peu de temps, nous pouvons essayer d'aider les patients qui n'ont pas les ressources pour le faire. Donc, pour qu'il y ait davantage d'éducation, pour que les patients posent davantage de questions au lieu de m'avoir passé le temps à parler aux patients. Donc, cela nous donne cette opportunité. Dans notre centre, je suis sur le point de présenter auprès de notre équipe l'addition ou l'incorporation de cet outil-là pour que
lorsque les patients se préparent pour la visite, ils aient de l'accès à cet outil et pour qu'ils puissent se présenter à la visite mieux équipés et avec des questions plus ciblées. Donc, c'est une manière de partager la situation en général avec le patient, le reste de l'équipe. Dans votre, comment est-ce que vous trouvez les temps et les ressources pour incorporer l'outil? Comment est-ce que ça va marcher à votre avis? Euh, j'ai je ne suis pas la décisionnaire, mais tout le monde s'est beaucoup intéressé à cet outil. Nous essayons nous fournirons aux patients une lettre introductoire à l'outil pour qu'ils puissent au mieux se préparer. Donc, je pense que c'est un outil très important qu'ils peuvent utiliser. Et si les patients n'utilisent pas l'outil, c'est un outil qui peut être utilisé aussi après la visite. On pourrait avoir une ressource au centre où les patients peuvent utiliser l'outil s'ils n'ont pas la ressource pour l'utiliser dans leur maison, chez eux, ou là où ils se trouvent. Merci. Sarah, concernant votre centre à Madrid, comment est-ce que vous pensez que cet outil pourrait être incorporé aux autres tâches que vous menez déjà? Je crois que une bonne idée serait de travailler avec les associations régionales et nationales des patients. On peut mettre des brochures dans les salles d'attente, par exemple, parce que si on donne le pouvoir aux cliniciens pour qu'ils décident d'offrir l'outil ou non, on se trouvera dans la même situation qu'auparavant. Donc, on doit présenter les informations, la populariser, la divulguer. Donc, le patient doit se rendre compte que cet outil ne dépend pas du médecin. C'est quelque chose d'autonomisant pour les patients. Donc, je pense que c'est ça la manière de mettre en place l'outil dans notre routine quotidienne. Mariette, quelle est votre opinion sur les rôles des ONM? C'est-à-dire les organisations représentant les patients. Comment est-ce que les ONM peuvent aider les patients et les centres de traitement aussi en matière de maximiser les bénéfices de la prise de décision partagée? Oui, je pense qu'il est fort important de mettre en place la SDM ou l'SDM dans le processus de prise en charge. Peut-être que ce n'est pas aussi facile que ça, mais les patients, les centres ont dit déjà, il y a deux centres qui aimeraient le mettre à l'épreuve avec nous. Je pense que nous devons faire quelques activités de relations publiques. Il faut que nous nous mettions dans les réseaux sociaux pour euh, que tout le monde apprenne sur cet outil. Je pense que c'est un outil extrêmement facile à accéder. On peut même l'utiliser sur un portable. Donc, je pense que c'est un outil vraiment magnifique. Donc, en principe, il n'y a pas tant de barrières pour les patients, mais nous devrions mettre l'outil à disposition des patients. Par exemple, nous avons un journal électronique des patients qui est lié au registre, à notre registre. Et c'est comme ça que, par exemple, on pourrait mettre un lien dans ce registre électronique et dans l'avenir, dans les Pays-Bas, nous allons avoir les registres de santé personnelle. Nous ne savons pas comment ça va s'implémenter. Ce seront des registres qui seront appliqués à certaines maladies spécifiques, mais le patient pourrait avoir accès à ce type de maladie aussi. Merci, Mariette.
J'avais juste un commentaire. Je sais que la traduction d'un tel logiciel est une tâche complexe, mais je crois que accéder aux personnes qui sont les pour lesquelles l'anglais est difficile d'accès, je crois que c'est très important, notamment, je dirais, je penserais à des personnes plus vulnérables comme les réfugiés. Ça pourrait être intéressant également de d'évoquer d'autres langues qui pourraient être particulièrement utiles pour des populations encore plus vulnérables. Oui, alors la conversation serait trop, trop longue si on s'étendait là-dessus, mais je sais que la traduction coûte beaucoup d'argent. C'est un autre sujet, mais est-ce que vous voyez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour effectuer cette traduction de façon plus économe et rapide? Oui, je crois que c'est l'avenir, pas seulement l'avenir, hein, c'est déjà présent. Bon, ça existe déjà, ce sont les fiches produits, par exemple. On peut le faire avec des réviseurs, non? Bien entendu. Euh, mais je crois que surtout, ce qui coûte de l'argent, c'est l'actualisation complète de la plateforme, etc. Après même la traduction. Mais bien sûr. Alors aujourd'hui, on a une interprétation simultanée et on pourrait imaginer comment incorporer cela d'une façon plus générale dans l'ensemble de notre travail. Alors, autre élément très important de cet outil pour les patients, les populations, c'est c'est le fait que tout le monde n'a pas forcément accès aux 5 classes de traitement inclus dans cet outil. Alors, on les a quand même incluses parce que ce sont donc toutes les classes de produits approuvées par les différentes organismes de réglementation internationaux, mais ils ne sont pas tous disponibles dans la plupart des zones du monde, en fait. Donc, même la thérapie génique qui a été approuvée seulement dans quelques euh, pays, toutefois, 4 classes de produits sont quand même approuvées dans une grande partie du monde. Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet en matière de plaidoyer? Comment utiliser au mieux cet outil pour plaider en faveur de l'apport d'une nouvelle classe de produits dans un pays, par exemple? Je le dis, cela n'est pas seulement à des fins de, de- de- d'intégration d'un plus grand nombre de personnes qui pourraient commencer à aborder leur traitement de façon plus ouverte, plus honnête, plus participative. Mais il y a un autre objectif qui a émergé au cours des dernières années. L'objectif zéro saignement, aucun saignement par an. Et cela est à notre portée avec certaines thérapies non accessibles avec d'autres thérapies, mais certaines thérapies ont la possibilité d'offrir cela, zéro saignement. Or, beaucoup de ces thérapies ne sont pas encore disponibles dans de nombreuses parties du monde. Donc là aussi, il y a matière à plaidoyer. Donc, qu'est-ce que cela vous évoque? Comment les personnels de santé, les patients, les organisations de plaidoyer en faveur des patients pourraient utiliser cet outil pour démontrer le besoin d'obtention d'un plus grand nombre de cette thérapie dans leur pays respectif? Moi, je voudrais partager un exemple d'une des sessions précédentes. Une personne de mon organisation locale ici à Mexico, il n'avait que du facteur 8 et 9 et aujourd'hui, ils ont de l'hémicizumab. Donc, c'est la seule chose dont ils disposent. Mais ils ont travaillé, ils étaient présents dans le premier panel. Pour eux, ça a été très enrichissant d'écouter toutes les autres thérapies parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas encore approuvées au Mexique, mais ils savent désormais que ces thérapies existent.
qu'il y a d'autres options de traitement auxquelles pourront peut-être avoir accès un jour et qu'ils pourront un jour essayer. Et ce qui est important, c'est que parfois, vous faites partie d'une organisation locale et vous ne savez pas tout simplement, vous n'avez pas forcément connaissance de l'ensemble des options disponibles. Donc, je crois que disposer de cet outil, cela vous aide à en apprendre davantage et peut-être trouver quel traitement est le plus adapté à votre situation, vos besoins. Et alors, on peut commencer une discussion avec les autorités compétentes. Alors, bien sûr, cela prend du temps, mais si vous n'avez pas à l'esprit ces options qui sont disponibles, vous ne pouvez pas lutter pour quelque chose si vous n'en avez pas connaissance au préalable. Très bien, merci. Merci, Enrique. Sarah, moi, j'ai une question concernant cet outil parce que une, euh, un point très important de cet outil, c'est que donc vous avez PDF qui résume. Et je suppose que ce qui est complexe, enfin, ce qui est intéressant, qu'il n'y a pas nécessité de se connecter à l'application pour obtenir ces informations. Mais ce serait bien, à mon avis, d'avoir une vision de l'évolution des réponses. C'est-à-dire que l'année prochaine, peut-être que j'aurai d'autres préférences, plus d'expérience ou des changements dans ma vie sont intervenus. Donc, ce serait bien d'avoir cette comparaison, c'est-à-dire comparaison de mes réponses la première fois que j'ai utilisé cet outil et un an plus tard. Je ne sais pas si vous avez pensé à cela, à l'intégration de cette option de comparaison de l'évolution de réponses. Donna, est-ce que vous avez des plans pour permettre justement de démontrer en fait, le caractère utile de cet outil chez un plus grand nombre de patients, par exemple 50 patients, 100 patients qui ont démontré des résultats probants. Oui, alors je peux parler un petit peu de ce qu'on a fait et puis ce serait intéressant d'étendre ensuite ce qu'on a fait à un groupe plus large. Donc, on a fait des formations sur le processus de prise de décision partagée en Colombie. On avait 35 patients et personnel soignant et certains représentants du gouvernement également, un grand groupe. Et cette formation était comme un webinaire. Il y avait une première partie de formation sur les 5 options de traitement, sur l'administration et le mode d'action de chaque traitement. Après, deuxième partie, sécurité et, des différentes classes de produits. Et 3, plaidoyer et des différentes classes de traitement. Et ensuite, on en est venu à l'outil de décision partagée en lui-même. Donc, ce qu'on a fait avec le public, c'est que on a évalué leurs connaissances au début, à mi-parcours, après la deuxième séance, une fois qu'ils ont appris sur la sécurité, etc., et à la fin. Donc, en fait, on a pu évaluer la création, le renforcement des connaissances au fur et à mesure des formations. Et puis, on a posé des questions donc après chaque séance. Et donc, les questions, c'était, ils devaient se mettre à la place d'un un patient homme de 30 ans atteint d'hémophilie A qui avait un traitement à la demande de produits à demi-vie standard et désormais cette personne avait accès à n'importe quel autre produit. Quel traitement choisirait-il pour eux-mêmes? Donc au début, on avait une première évaluation. Les options, c'était je conserve la thérapie à la demande, ou 2, je passe à prophylaxie, ou 3, je passe à des anticorps bispécifiques ou à genre de rééquilibrage, etc. Donc, on avait la progression dans le temps des réponses et c'était vraiment intéressant, effectivement, de voir
comment les choix évoluaient à mesure que les informations étaient transmises. Donc, au début, beaucoup de personnes seraient restées sur ce traitement à la demande de produits à demi-vie standard. Et puis, à mesure que l'on évoluait, on passe, tout le monde, enfin, de plus en plus de personnes passaient à la prophylaxie, certains à la thérapie génique ou aux anticorps bispécifiques, aux agents de rééquilibrage, etc. Donc, clairement, il y avait une évolution grâce à la formation, à l'information et la décision devenait de plus en plus avisée avec le temps. Donc, c'était intéressant, effectivement. Et j'aimerais bien sûr, étendre tout cela à un plus grand nombre de personnes pour travailler on pourrait travailler là-dessus, voir comment le mettre en œuvre pour effectuer ce suivi et effectivement ce contrôle de la façon dont la connaissance peut modifier la prise de décision. On pourrait le faire au cours de formation, session de formation peut-être, sans forcément effectuer une étude auprès de différents centres de traitement, ce qui clairement n'est pas facilement réalisable. Mais peut-être ce genre euh, d'expérience réelle, concrète, c'est-à-dire de formation, dispenser des formations à un groupe de personnes et voir comment les décisions évoluent au cours du temps. Je pense que c'est tout à fait faisable et ce serait intéressant de développer cela. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur le plaidoyer pour nos panélistes? Oui, moi je crois que ce serait, ce serait intéressant d'avoir des présentations sur les différentes icônes de l'hémophilie, c'est-à-dire les saignements, les douleurs, etc. Je ne sais pas s'il y a une liste d'outils disponible dans l'outil SDM. Peut-être qu'on pourrait faire une vidéo pour présenter plus concrètement ces différents icônes. Diana, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai- je- J'ai j'ai raté l'objectif de cela. Est-ce que tu pourrais répéter cela? Moi, je crois que ce serait mieux de présenter les icônes un par un, parce qu'il y a des icônes qui sont tout petits et présentés de façon très peu lisible dans l'outil. C'est pas forcément facile de naviguer de l'un à l'autre. Donc, ce serait bien. C'est juste une question technique. Oui, les icônes dans les différentes photos. Ah oui, oui, on a reçu beaucoup de retours là-dessus sur l'hémophilia FreeMind. Donc, certains adorent et d'autres sont assez réticents vis-à-vis de ces petits icônes, effectivement. Non, je prends bonne note, tu as raison. Effectivement, c'est un concept qu'il faut bien comprendre, bien connaître pour bien le comprendre. Donc, on va voir comment on peut mieux visualiser ces icônes pour qu'ils soient plus utiles. Oui, merci. Alors, effectivement, l'hémophilie FreeMind, on ne devrait pas le prendre de façon littéraire. C'est un complément. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit traiter et analyser au jour le jour. Je crois au contraire que l'on doit essayer d'oublier notre traitement justement au jour le jour, de ne pas se tracasser constamment. Mais je crois que le fait justement euh, d'avoir des images qui visualisent la façon de monter les escaliers, etc., pour éviter les douleurs, toutes ces choses pourraient être éliminées si la thérapie était suffisamment protectrice. Donc, c'est justement le concept qu'il y a derrière ces icônes de Free Mind, l'esprit libre. Justement, l'idée, c'est de ne pas avoir à y penser constamment.
Et je crois que l'objectif a été perdu de vue un petit peu de de cette initiative. Et ça rejoint un petit peu l'appel à un zéro saignement. Est-ce qu'il est important de continuer à lutter pour déplacer les frontières, pour atteindre justement cet objectif ou en tous les cas au niveau plus élevé de protection? Et depuis la perspective du médecin, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends soin des adultes atteints d'hémophilie. Ce que vous signalez, c'est oui, bien percutant parce qu'il y a plusieurs adultes qui souffrent des maladies dans les articulations, mais j'ai également des patients qui ne pensent pas à l'hémophilie maintenant comme ils le faisaient auparavant. Maintenant, et ils ne s'inquiètent pas pour les différentes activités qu'ils veulent entreprendre et la possibilité d'enseignement. Ils disent, par exemple, qu'ils ont un esprit libre d'hémophilie, c'est-à-dire ils se conduisent dans la vie comme s'ils n'avaient pas d'hémophilie. Euh, oui, il, il y a des patients qui pensent tout le temps à leur maladie et ils ne veulent pas vivre comme ça. Jay, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux parler de l'esprit libre d'hémophilie. Je pense à ça plus maintenant que avant dans ma vie parce que j'ai été invitée à plusieurs événements comme celui-ci. Donc, euh, j'espère pouvoir éduquer les gens selon mon point de vue. Euh, Par les passés, l'hémophilie était une question de peur, d'horreur, et j'ai essayé toujours de bloquer cette sensation dans ma vie jusqu'au moment d'avoir une lésion, par exemple. Je ne voulais pas en discuter. Donc, pour moi, c'est l'aspect émotionnel qui a beaucoup changé. Oui, je pense que l'esprit libre d'hémophilie est un grand objectif pour moi en matière de qualité de vie. Euh, je suis très conscient des pics et euh, parfois, par exemple, j'ai essayé de savoir toujours où je me trouve au moment de ma dernière infusion, les pics et le creux. C'est sans aucun doute quelque chose que j'ai essayé de régler avec des changements de traitement, des changements thérapeutiques dans l'avenir. Mais c'est une question, mon hémophilie, à laquelle je pense tout le temps, en fait. Hasri, quelle est votre opinion? Il y a quelques progrès qui nous manquent pour le moment. En Malaisie, par exemple, nous continuons à avoir de la prophylaxie et nous recevons des médicaments à des mi prolongées, mais il y a des progrès que nous aimerions atteindre dans l'avenir. Enrique, des pensées depuis la perspective mexicaine? Oui, pour moi, je vais parler de ma perspective. La situation, la donne a beaucoup changé lorsque je suis passée à Emicizumab. Je recevais des agents bypassants et dans les passés. Et je comprends que l'esprit libre pour réaliser différentes activités a été une grande réussite pour moi parce que dans mon esprit, j'avais toujours pensé, par exemple, est-ce que j'ai pourrais marcher, par exemple, et j'ai une réunion d'affaires, par exemple, et quand est-ce que je pourrais me rendre au centre pour recevoir mon traitement, donc l'hémophilie remplissait mon esprit complètement. Mais maintenant, je me trouve dans une situation où avec Emicizumab,
par exemple, je sais quand les infusions auront lieu, donc tout le mardi. Ce n'est pas quelque chose que j'oublie parce que j'ai quelques problèmes avec mes chevilles, etc. Mais je sais que la situation, la maladie est là, mais ça ne va pas débaucher dans un saignement, d'accord? Donc, lorsque j'essaye de expliquer la situation à d'autres patients atteints d'hémophilie, je leur dis tout le temps, on peut faire un tas de choses. Et par exemple, on peut faire des choses physiques dans une situation libre de stress à cause de l'hémophilie. Et donc, c'est merveilleux d'arriver à ce point-là parce qu'on cesse de s'inquiéter. On peut s'inquiéter à d'autres choses dans la vie parce que l'esprit est plus libre. Certaines thérapies nous rapprochent de cette situation, de cette condition. Par exemple, pour les gens qui ont reçu de la thérapie génique et ont des niveaux assez hauts, ils sont essentiellement libres de la pensée au saignement. Depuis ma perspective personnelle, j'ai reçu donc, je suis arrivée à un esprit libre d'hémophilie. Je suis passée, je recevais de la thérapie à la demande de la prophylaxie intermédiaire. Donc, je m'inquiétais tout le temps au saignement et je suis passée à une situation de liberté totale, ne devoir pas m'inquiéter. C'est une expérience que je désire pour tout le monde. Avec ces thérapies novatrices, on se rapproche davantage de cet objectif. Donc, je pense que l'utilisation de la SDM, de cet outil, devient important parce que les personnes peuvent apprécier toute la gamme de possibilités. Et par rapport au plaidoyer, je pense que cet outil sera davantage important parce que et surtout dans les pays qui n'ont pas certaines thérapies avancées, le fait de pouvoir faire en sorte que ces thérapies deviennent disponibles dans ces pays, nous devons convaincre le gouvernement pour qu'il le fasse. Quelques pensées de clôture de la part de nos panélistes avant de mettre un terme à notre réunion. Est-ce que nous avons davantage de questions de la part de notre public? Il y a une question dans la section questions-réponses. Comment est-ce que le système de comment est-ce que le système de santé peuvent encourager les centres, les professionnels de la santé pour qu'ils priorisent les discussions de prise de décision avec les patients et quand ils ont peu de temps. Donc, est-ce que l'on peut aborder cette question-là? Oui, et peut-être que mon opinion est un peu polémique ici, car comme tout dans la vie, ça dépend de la personne qui est devant nous. Euh, Peut-être que le médecin est tellement cool, l'infirmière est tellement euh, cordial, etc., que on n'a pas de problème. Mais l'outil est utile parce que on a cet outil supplémentaire. Donc, on ne dépend pas complètement en 100% de la personne qui est devant nous, le médecin, l'infirmière. Donc, on peut utiliser cet outil pour adresser les questions qui nous intéressent le plus en tant que patient. Donc, euh, on peut peut-être que l'exposition, le fait que les organisations des patients disent nous voulons utiliser cet outil, nous voulons que le médecin utilise cet outil avec nous, cela peut mettre de la pression sur les professionnels de la santé pour que enfin on la mette en place, le mette en place dans dans la pratique quotidienne. Donc, j'aimerais remercier les panélistes de leur participation lors de ces trois webinaires au cours du dernier mois et demi, et j'aimerais remercier notre public. Merci de votre intérêt à cet outil, l'outil de prise de décision partagée. Je vous souhaite une très belle journée à toutes.